Bonjour, donc encore une fois, ne pouvant être présent avec vous ce vendredi, eh bien, je vous propose une petite vidéo d'introduction sur le système fiscal français. Donc en fait, la séance va s'organiser comme ça. Vous allez pouvoir visionner cette vidéo, puis après, vous aurez un cas qui va vous être donné, sur lequel vous devrez reprendre les concepts de cette vidéo et les concepts que vous aurez aussi dans le cas qui va vous être proposé en format papier. Donc en fait, là, je vais juste faire un rapide aperçu du système fiscal français et après, nous travaillerons sur je vous présenterai le cas que vous avez à faire pour la matinée où je ne vais pas être présent. Donc là, l'objectif, c'est un petit peu de voir quels sont les impôts que l'on a en France, sur quoi on est imposable et pourquoi on est imposable et à qui ça sert après de payer des impôts. Donc, dans un premier temps, on va voir que l'impôt, il y a trois éléments principaux. Premièrement, c'est un prélèvement qui est effectué d'autorité, c'est-à-dire que c'est l'État qui décide de l'impôt. Il le fait à titre définitif, c'est-à-dire qu'il le prend sur nos ressources ou sur nos biens. Par exemple, l'impôt sur le revenu, c'est sur nos ressources. Et puis parfois, sur nos biens, des droits de succession. L'État peut nous prendre aussi des droits de succession sur le patrimoine que l'on lègue à nos enfants. Et pourquoi on fait ça? On le fait pour justement financer les services de l'État, c'est ce qu'on verra dans un deuxième temps. Alors, il y a l'impôt sur les individus, nous, les personnes physiques, mais il y a aussi l'impôt sur les sociétés ou les collectivités, qui aussi, elles aussi, payent de l'impôt. Alors, en général, l'impôt est toujours payé en numéraire, donc en argent, et il permet donc de subvenir aux dépenses d'intérêt général de l'État ou des collectivités locales. C'est-à-dire que là, en fait, l'impôt sert au financement de l'État au sens large. On verra tout à l'heure que le plus gros poste de financement de l'État, c'est l'enseignement, l'éducation nationale, mais ça finance aussi des collectivités locales, c'est-à-dire la voirie dans les municipalités, les ordures ménagères, les équipements sportifs, etc. Tout est financé par le biais des impôts que les individus payent, mais aussi, je répète, les entreprises. Donc, il n'y a pas de contrepartie directe à l'impôt. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous payez de l'impôt que vous aurez plus de droits que quelqu'un qui n'en paye pas. Ce n'est pas le cas. D'accord? Donc, il n'y a pas, on ne peut pas dire je paye de l'impôt, donc j'ai un droit. Non, pas du tout. L'impôt est payé en grande majorité par la majorité des Français, même si tout à l'heure je vous parlerai d'un impôt qui n'est pas redevable par tout le monde. Et en plus, l'impôt, on ne peut pas dire qu'il fait l'objet d'une affectation à une destination particulière. Quand on paye l'impôt sur le revenu, il sert à la fois à financer l'État, les ministères de l'État, ça peut être l'éducation nationale, ça peut être l'armée, la justice, mais ça sert aussi à financer les collectivités locales, c'est-à-dire les mairies, les préfectures, les régions, les départements. Voilà. Donc, en résumé sur cette diapo, l'impôt, c'est pas nous qui décidons combien on paye, mais c'est l'État. C'est un devoir que l'on a de payer de l'impôt. Il sert à financer les services de l'État et il n'est pas affecté à un service particulier, il va dans les recettes fiscales globales de l'État. Voilà pour ce qui est de l'impôt. Les recettes de l'État, justement, alors là, je suis reparti de 2020 parce que 2021, j'avais pas encore les chiffres, donc je suis resté sur 2020. Voilà les recettes fiscales de l'État en 2020. C'est-à-dire que ça, c'est les recettes fiscales de l'État en millions d'euros. Vous voyez que l'impôt sur le revenu, c'est l'impôt qui est payé par les personnes physiques, c'est-à-dire nous, les salariés, on paye de l'impôt sur le revenu. Il faut savoir, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que l'impôt sur le revenu est payé en général par un Français sur deux. C'est-à-dire qu'il y a la moitié des foyers fiscaux français, des ménages français, qui ne payent pas l'impôt sur le revenu. Alors, ce n'est pas un cadeau qu'on leur fait parce que dans la vie, il est préférable de payer de l'impôt que de ne pas en payer. Ceux qui ne payent pas d'impôt, ça veut dire qu'ils ont des revenus insuffisants pour en payer. Donc il faut mieux évidemment être imposable à l'impôt sur le revenu que de ne pas être imposable. Vous voyez que l'impôt sur le revenu, ça correspond à 75 699 millions sur un total de 293 001 millions. Donc c'est à peu près
25% des recettes fiscales de l'État, c'est de l'impôt sur le revenu. Et nous, on travaillera évidemment sur l'impôt sur le revenu ensemble lorsqu'on travaillera sur le thème au semestre 2 de l'impôt sur le revenu. Après, il y a l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, c'est les sociétés qui payent de l'impôt parce qu'elles font du bénéfice. Donc le taux d'impôt des sociétés, je vous le dis, même si je reviendrai dessus le moment venu, c'est 25%. C'est-à-dire que quand une société réalise un bénéfice, elle est redevable sur ce bénéfice de 25% d'impôt auprès de l'État. Ça représente environ 50 millions, 50 000 millions du budget général de l'État. Ça représente, on va dire, vous voyez, à peu près 20%, un peu moins de 20%, 15-20% du budget total de l'État. Après, il y a la taxe intérieure sur les produits énergétiques, qu'on appelait avant la taxe intérieure sur les produits pétroliers. Alors là, en fait, il faut savoir que quand vous... et d'abord, c'est d'actualité, hein, puisque quand on va faire le plein d'essence, et ben le prix du litre d'essence, qui est en ce moment entre 1,60 et 1,80, hein, largement, eh bien en fait, dedans, il y a énormément de taxes dedans. Dans un litre d'essence, 80% du coût du litre d'essence est lié à des taxes. Soit des taxes de TVA, dont on parlera après, soit de la TICPE, c'est-à-dire la taxe intérieure de consommation de produits énergétiques. Donc en fait, la matière brute dans un litre d'essence, elle représente que 20% du coût de l'essence, c'est-à-dire environ une trentaine de centimes d'euros maximum. Le reste, ce ne sont que des taxes. Donc conclusion, plus le litre d'essence augmente, plus les recettes de l'État augmentent aussi, puisque c'est proportionnel à la consommation de produits pétroliers. Ce n'est pas un montant très important malgré tout, vous avez vu, hein, ça représente un pourcentage quand même assez infime du budget général de l'État. Et celui qui va nous intéresser une bonne partie du semestre 1, c'est la taxe sur la valeur ajoutée, qu'on appelle la TVA. Et la TVA, vous voyez, c'est 125 milliards, oui, c'est des milliards, en fait, 125 milliards sur un total de 293 milliards de budget. Donc, on dit en général que la TVA représente pratiquement, bon là c'est un peu faussé, mais ça représente environ 50% du budget de l'État. Là, c'est un petit peu moins malgré tout. Pourquoi? Parce qu'en 2020, eh bien, on a eu une période où on n'a pas beaucoup consommé à cause du Covid, hein, des restrictions sanitaires. Et conclusion, la TVA, c'est un impôt, on le verra plus tard, qui est sur la consommation des personnes. Donc si on consomme moins, il y a moins de recettes fiscales pour l'État. Malgré tout, c'est l'impôt qui rapporte le plus de recettes fiscales à l'État et loin, loin devant les autres qui sont l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Voilà, donc ça c'était les recettes fiscales de l'État en 2020, 293 milliards d'euros. Alors, les recettes fiscales, donc là vous voyez, la TVA, je vous l'ai fait autrement, hein, sous forme d'un graphique. Voilà, la TVA, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, les autres contributions fiscales diverses. Alors c'est quoi les autres contributions fiscales diverses? On paye de l'impôt parce qu'on est propriétaire de son logement. Ça s'appelle la taxe foncière. On paye de l'impôt, même si de moins en moins de gens en payent, mais on paye de l'impôt parce qu'on est occupant d'un logement dans une ville. Ça s'appelle une taxe d'habitation. Et puis, il y a encore d'autres impôts, hein. Les sociétés payent une taxe pour l'apprentissage, une taxe qu'on appelle la CFE, la contribution foncière des entreprises. Donc tout ça, c'est les autres contributions fiscales diverses. Voilà. Et puis derrière, quand on a l'ensemble des recettes qui font 313 milliards, on enlève ce qu'on verse aux collectivités territoriales, ce qu'on verse à l'Union européenne aussi, et ce qui reste, c'est le budget de l'État français, c'est 250 milliards d'euros. En tout cas, ça c'était le budget de 2020. À quoi ça sert ce budget principalement? Alors, j'ai pas tout mis, hein, mais en général, le budget il est affecté à 5 dépenses les plus importantes. La première, c'est l'éducation et la recherche. Voilà, c'est je vous remontre, hein, sur les 250 milliards d'euros, on en affecte plus de 100 milliards à l'éducation et à la recherche, ce qui est quand même considérable. On affecte à tout ce qui est dépenses, sécurité, donc c'est l'armée aussi, hein, dépenses, c'est la police, l'armée, etc. Ça représente 66 milliards d'euros. Tout ce qui est social,
c'est-à-dire tout ce qui concerne le travail, la solidarité entre les personnes, la cohésion des territoires, ça représente 54 milliards. On développe de plus en plus tout ce qui est développement durable, écologie, et développement et mobilité durable, 13 milliards d'euros. Alors, ce budget, en 2022, va largement augmenter, largement augmenter en 2022, comme celui-là, parce qu'on a décidé d'augmenter énormément le budget de la justice, et donc celui de la justice, qui était jusqu'à présent d'environ 10 milliards d'euros, va lui aussi largement augmenter sur les années 2022-2023. Donc les deux derniers, développement durable et justice, ce sont deux budgets qui vont vraiment prendre de l'ampleur au niveau des dépenses de l'État et donc de la stratégie de la dépense publique par rapport au budget total. Voilà pour ce qui est, on va dire, de la globalité de l'impôt en France. Alors, je reviens sur les dépenses de l'État. Donc là, je vous ai montré par ministère ou par type de dépenses comment était réparti le budget. Maintenant, je vais vous montrer comment est réparti le budget, mais par nature. Qu'est-ce qui coûte le plus cher à l'État? Évidemment, c'est ces dépenses de personnel. Voilà. Ces dépenses de personnel, elles représentent 39,4% de son budget total. Après, il y a tout ce qui est dépenses d'intervention et de fonctionnement, qui coûte quand même beaucoup. Et vous voyez que l'État est endetté. Mais ce n'est pas une spécificité de l'État français. Tous les États européens et même les Américains, évidemment, sont des États endettés. C'est-à-dire qu'ils empruntent pour pouvoir investir dans le pays, pour pouvoir faire fonctionner le pays, et ils empruntent. Et si vous empruntez, vous payez des intérêts. Et les intérêts de la France représentent 38 milliards d'euros. C'est-à-dire que la charge de la dette de l'État, ça représente 38,6 milliards d'euros. Ce qui est quand même considérable, mais qui n'est pas, j'allais dire, démesuré par rapport aux autres pays de l'OCDE, c'est-à-dire les autres pays développés. C'est assez classique que tous les États soient endettés et qu'une partie du budget du budget annuel soit utilisée pour rembourser la dette de l'État. L'État investit aussi, évidemment. L'État va avoir des opérations financières à faire, ça va nous coûter de l'argent aussi. Et enfin, il y a aussi tout ce qui concerne le fonctionnement de la présidence de la République, de l'Assemblée nationale et du Sénat, c'est-à-dire tous les frais que peuvent avoir ces trois institutions. Eh bien, elles représentent 1 milliard d'euros à l'année pour le fonctionnement de la présidence de la République, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Voilà. Ça donc, c'est les dépenses cette fois par nature. Vous devez retenir quoi? 40% environ des dépenses concernent le paiement des fonctionnaires de l'État, à peu près, et que, on va dire, 38 milliards d'euros concernent le remboursement de la dette que l'État français a vis-à-vis des institutions financières, ce qui représente environ 10% du budget de l'État. Alors, est-on équilibré? Eh bien non, nous ne sommes pas équilibrés et nous sommes rarement équilibrés. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons 250 milliards d'euros et nous avons 343 milliards de dépenses. Alors, ça a été encore plus le cas en 2020 et en 2021 à cause du Covid, évidemment. Mais donc, conclusion, cette année, en 2020, le budget général de l'État est déficitaire de 93 milliards d'euros. Voilà. Et donc, quand on a un déficit, eh bien évidemment, il faut emprunter. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'État emprunte et la charge de la dette est très importante parce qu'elle correspond à 38,6 milliards d'euros, ce qui correspond à 11% des dépenses de l'État. Donc c'est assez considérable. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que l'État est mauvais gestionnaire en France. Tous les États, pour arriver à faire fonctionner le pays, pour arriver à investir aussi dans le pays, est obligé évidemment de s'endetter tous les ans. À retenir que notre budget est structurellement, c'est-à-dire que tous les ans, notre budget est rarement équilibré et qu'on a toujours un peu plus de dépenses que de recettes au niveau du budget général de l'État. Alors maintenant, je vous ai fait une globalité sur les recettes fiscales et les dépenses de l'État, on va rentrer dans le vif du sujet et on va vraiment parler des impôts. Donc là, je vais vous classer les impôts français
selon l'assiette. Alors ça veut dire quoi selon l'assiette? Ben, ce sont sur quoi en fait on est imposable. Alors il faut savoir, et là c'est important de retenir, hein, qu'on est imposable parce qu'on perçoit des revenus. On est imposable sur notre salaire. On est imposable si on a des revenus bancaires, on paiera de l'impôt aussi. Si on est propriétaire de logement et qu'on loue ces logements, ça s'appelle des revenus fonciers et on sera imposable dessus. De toute façon, dès qu'on a un revenu, en règle générale, à part exception, mais c'est rarissime, mais dès qu'on a un revenu, on est imposable sur ce revenu. Donc voilà, dès qu'on perçoit un revenu, on paiera de l'impôt sur ce revenu. Après, il y a l'impôt sur les dépenses. Alors, c'est-à-dire que plus on dépense et plus on va payer d'impôts. Alors, en règle générale, l'impôt sur les dépenses, il y en a deux. Le principal, évidemment, c'est la TVA. Puisque dès qu'on achète quelque chose, on paye de la TVA. On paye de la TVA. Alors, évidemment, on aura tout un cours sur la TVA, hein, mais je reviens dessus quand même. On paye de la TVA à 4 taux différents en France. Il y a un taux à 2,10, il y a un taux à 5,5%, il y a un taux à 10% et le taux normal de TVA en France c'est 20%. Et dès qu'on fait une dépense, dedans il y a de la TVA. Donc nous, les consommateurs finaux, on paye avec de la TVA. Quand on va faire nos courses dans un supermarché, eh ben on paye en général sur les produits alimentaires une TVA de 5,5%. TVA qui est après évidemment rendue à l'État et on verra comment la TVA est rendue par le biais des entreprises un peu plus tard. Retenez donc que sur les dépenses, le principal impôt qui est payé, c'est la TVA. Et puis à côté de ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans un litre d'essence, il y a énormément de taxes. Dans un paquet de cigarettes, il y a beaucoup de taxes. Dans l'alcool, il y a aussi une taxe sur les alcools. Donc il y a aussi, dès qu'on dépense du carburant, dès qu'on dépense pour le tabac ou pour l'alcool, en plus de la TVA, on est amené à payer d'autres taxes qui financent un petit peu l'État. Voilà, nous, c'est ces deux-là qu'on utilisera le plus. C'est ces deux-là qu'on utilisera le plus. Après, il y a l'impôt sur le capital. Ça veut dire que le capital, c'est votre patrimoine, c'est ce que vous possédez. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous possédez une maison, vous êtes propriétaire d'une maison, d'un appartement, vous payerez à la collectivité locale, c'est-à-dire au département et à la région, vous payerez un impôt foncier. Il n'y a que les propriétaires qui payent l'impôt foncier. Si vous êtes uniquement locataire, cet impôt, vous n'en êtes pas redevable. Il n'y a que les propriétaires qui le payent. Si vous réalisez une donation ou si vous avez une succession, vous réalisez une succession, eh bien, l'État vous prendra des droits sur la donation ou la succession. Donc, il impose encore une fois votre capital. Donc, en France, si on est propriétaire de biens immobiliers, si on réalise une succession, on paiera de l'impôt sur cette succession et sur ces biens immobiliers. Et pour les gens, et je vous le souhaite, hein, et pour les gens qui auront une très grosse fortune, supérieure à 1 300 000 euros, tous les ans, ils seront redevables de ce qu'on appelle l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI. Et cet IFI, eh bien, vous demandera tous les ans de payer une petite partie en pourcentage de la valeur de votre capital. Voilà. L'IFI, c'est vraiment une spécificité très française. C'est pour tous les gens qui ont un patrimoine immobilier supérieur à 1 300 000 euros. Et ces gens-là sont redevables donc de l'IFI. Enfin, parfois, il y a de l'impôt sur des caractéristiques techniques. Ça peut arriver. C'est assez marginal. Mais par exemple, apparemment, ça va être supprimé. Mais là, jusqu'à présent, on payait l'impôt sur la redevance audiovisuelle. C'est-à-dire que le fait d'avoir une télé et de télé à la maison, et donc de pouvoir consulter les chaînes nationales, TF1, France 2, France 3, eh bien, on payait une redevance. Alors, apparemment, cette redevance va être maintenant supprimée à partir de l'année prochaine. Donc, c'est bien parce que, vous voyez, c'est bien une caractéristique technique. On a un bien, c'est une télé, et à cause de cette télé qui nous permet de voir les chaînes nationales, eh bien, nous allons payer la taxe sur la redevance audiovisuelle. Voilà, donc vous avez vu que là, c'est une classification selon le type de revenu que l'on perçoit, on appelle ça une assiette. Après, il y a une classification administrative. Alors c'est très simple, c'est en fait, il y a deux types d'impôts. L'impôt directement versé à l'administration fiscale
et l'impôt qui est indirect et qui est collecté par les tiers. Alors, je vais prendre un exemple tout bête. Votre impôt sur le revenu, vous le versez directement à l'administration fiscale. Votre taxe foncière, si vous êtes propriétaire d'un bien immobilier, vous le versez directement à l'administration fiscale. Une société qui paye de l'impôt parce qu'elle a fait du bénéfice, elle le paye directement à l'administration fiscale. Par contre, quand vous consommez quelque chose, vous payez de la TVA, mais vous ne payez pas la TVA à l'administration fiscale. Vous allez payer la TVA pas à un tiers, c'est-à-dire au magasin dans lequel vous avez consommé, et c'est ce tiers qui rendra après la TVA à l'État. C'est pour ça qu'on dit que la TVA est un impôt indirect qui est collecté par les entreprises, mais elles ne le gardent pas pour elles, les entreprises. Après, l'impôt, la TVA qu'elles vous ont facturé, et bien après, elles vont le rendre à l'État. Voilà. On dit que l'impôt indirect, donc principalement la TVA, est un impôt transparent parce qu'en fait, on ne le voit pas. On le paye continuellement sur nos dépenses, mais on ne le voit pas concrètement. Donc on dit que c'est un impôt indirect et transparent. Voilà, donc ça c'est la classification administrative. En général, tous les impôts sont directs, à part la TVA et les taxes sur le tabac, sur l'essence et sur l'alcool, qui sont des impôts liés à la consommation et donc qui sont des impôts indirects. Enfin, il est possible de classer les impôts en fonction de la destination, à qui ils vont être attribués. Alors, soit on impose, j'ai été un peu vite, soit on impose, ce sont les collectivités locales qui vous imposent directement. Les collectivités locales, ce sont les mairies, les départements et les régions. Par exemple, la taxe foncière ou la taxe d'habitation finance les collectivités locales. Ce n'est pas l'État qui récupère ces taxes-là, ce sont les collectivités locales. Par contre, tout ce qui est TVA, impôt sur le revenu, c'est l'État qui récupère, ou impôt sur les bénéfices des sociétés, c'est l'État qui récupère directement pour faire fonctionner les services de l'État. Donc je répète, les collectivités locales récupèrent principalement la taxe foncière et la taxe d'habitation. L'État récupère principalement la TVA, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Et je répète qu'une collectivité locale, c'est la municipalité, le département et la région. Voilà, bon, il faut que vous reteniez quand même vraiment la classification selon l'assiette et la classification administrative de ces impôts. Je poursuis avec les caractéristiques de l'impôt. Alors, on le verra plus tard, mais quand on parle d'impôt, on parle du champ d'application de l'impôt. C'est-à-dire que qui est redevable de l'impôt? Exemple tout bête, quand on paye de l'impôt sur le revenu, normalement, on est redevable de l'impôt si on habite en France. C'est comme ça. Mais on est aussi redevable de l'impôt parce qu'on obtient un revenu qui provient d'une société française. Se pose la question, par exemple, d'un Espagnol qui va travailler, qui habite à Barcelone, mais qui ira travailler en France, à Perpignan. Où devra-t-il payer son impôt? Devra-t-il le payer en Espagne parce qu'il habite en Espagne? Ou devra-t-il le payer en France parce qu'il travaille en France? Ouais, bah tout ça, c'est la problématique du champ d'application. Et on verra le moment venu que logiquement, par rapport à l'exemple que je viens de vous donner, eh ben, ce qui prédomine, c'est toujours le lieu d'habitation pour le paiement de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que si l'Espagnol habite en Espagne mais travaille en France, il paiera son impôt sur le revenu en Espagne. Et pareil, dans le même cas, on a beaucoup de Français qui habitent en Savoie mais qui vont travailler en Suisse, eh bien, ils paieront leur impôt en France parce que c'est le lieu d'habitation qui prédomine. Mais tout ça, vous voyez, c'est une problématique liée au champ d'application et c'est quelque chose qu'on verra ensemble. Après, il y a le fait générateur et l'exigibilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, ça veut dire que pourquoi vous allez payer de l'impôt. Ça, c'est le fait générateur. Pourquoi on paye de l'impôt et quand vous allez payer de l'impôt. Par exemple, si je prends l'exemple de la TVA, on paye de la TVA parce qu'on consomme. Donc, ça sera le fait générateur, c'est la consommation. Et quand est-ce qu'on paye la TVA? Eh bien, dès qu'on paye. Dès qu'on paye cette consommation. Et ça sera l'exigibilité. Pareil pour l'impôt sur le revenu. Le fait générateur, vous payez de l'impôt sur le revenu parce que vous avez un salaire. Et quand est-ce que vous avez payé cet impôt? Eh bien maintenant, depuis 2019, l'impôt sur le revenu est prélevé directement sur votre salaire, donc il est payable tous les mois.
Voilà. Après, comme tout à l'heure, on va parler de l'assiette de l'impôt et de la liquidation. Ça veut dire, c'est le calcul de l'impôt. L'assiette de l'impôt, c'est sur quelle base on va calculer l'impôt. Et la liquidation, c'est le montant de l'impôt qu'on va payer. Donc je répète, l'assiette de l'impôt permet de connaître la base de calcul de l'impôt. Par exemple, sur la TVA, on calcule toujours la TVA sur la base hors taxe, hors TVA de quelque chose qu'on consomme. Et la liquidation, c'est le montant de l'impôt qu'on va payer. Si je reviens sur la TVA, eh bien, le montant de la TVA, ça sera la base hors taxe de ce qu'on va acheter, multiplié par le taux de TVA de l'achat qu'on a réalisé. On reviendra dessus le moment venu, mais il faut que vous reteniez que l'assiette de l'impôt est la base de calcul de l'impôt et la liquidation est le montant de l'impôt. Et enfin, il y a le recouvrement de l'impôt, mais ça on l'a déjà vu ensemble. Est-ce qu'il y a un recouvrement direct qui est fait par l'État? Dans ce cas, on parle d'impôt direct. Ou est-ce qu'il y a un recouvrement indirect qui est effectué par l'État? Et dans ces cas-là, on parle d'impôt indirect. Voilà, donc à chaque fois qu'on aura à parler d'un impôt, on essaiera d'avoir ces quatre champs pour vérifier si c'est bien applicable en France, quel est le fait qui fait qu'on va payer de l'impôt, sur quelle base on va calculer l'impôt et qui va nous recouvrir cet impôt. Alors, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Le champ d'application de l'impôt, c'est la personne imposable de l'impôt, d'accord? Qui est imposable et pourquoi il est imposable. Voilà. Qu'est-ce qui déclenche une imposition? Et la territorialité, c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire l'acte ou l'événement qui fait qu'on est imposable en France, avec l'exemple de mon salarié, de mon salarié français, mais qui habite en Espagne. Voilà, le fait générateur, je vous ai dit aussi, okay, c'est pourquoi on a une obligation fiscale, donc pourquoi on va payer de l'impôt. L'exigibilité, c'est pour quel acte fait qu'on est redevable de l'impôt. Et l'assiette de l'impôt, alors je reviens dessus, hein, c'est la base de calcul de l'impôt. Donc, si c'est un impôt sur le revenu, la base de calcul, c'est revenu imposable. Si c'est un impôt sur la société, la base de l'impôt sur le revenu, ça sera l'impôt sur les sociétés. Si c'est des droits de succession, la base de l'impôt, ça sera la valeur du patrimoine. Si c'est de la TVA, la base de l'impôt, ça sera le chiffre d'affaires. Voilà, donc ça, c'est l'assiette de l'impôt qu'on appelle aussi la base imposable. Alors, en général, l'assiette de l'impôt, elle est évaluée de manière réelle. On verra que parfois, pour certaines catégories de personnes, par exemple les auto-entrepreneurs, on ne fait pas une évaluation réelle, mais une évaluation forfaitaire. Et pour d'autres, on fait une évaluation qui est fondée sur des critères ou des indices. C'est une évaluation indiciaire. Exemple, quand on est redevable de la taxe foncière, ce n'est pas lié à notre revenu, c'est lié à l'endroit où on habite, la surface en mètres carrés de notre habitation, le terrain, la surface du terrain sur lequel est installée l'habitation, etc. Donc c'est une évaluation qui est indiciaire. Voilà, ça c'était donc pour l'assiette de l'impôt. Donc, comment on calcule l'impôt? Eh bien, comme je vous l'ai dit, soit on applique un taux, comme un taux de TVA ou un taux d'impôt sur le revenu, soit on utilise un barème, soit il y a un tarif fixe. Exemple, la contribution audiovisuelle, c'est un tarif fixe. Tout le monde paye la même dès qu'il a un téléviseur et qu'il regarde les chaînes publiques. Et donc, qui calcule l'impôt? Soit c'est nous directement. Ça peut arriver. C'est-à-dire que, par exemple, pour les sociétés, c'est elles qui vont directement déterminer leurs bénéfices et qui vont déterminer directement le montant de l'impôt sur les sociétés qu'elles vont payer. Soit, comme nous pour l'impôt sur le revenu, on fait une déclaration auprès des impôts de nos revenus et après l'administration nous dit combien on doit payer. Soit, il n'y a même pas besoin de faire de calcul, c'est directement un montant qui est donné par l'administration sans qu'on ait fait une déclaration préalable. Dans ces cas-là, c'est l'exemple de l'impôt foncier. On ne déclare rien, mais on reçoit tous les ans, puisqu'on est propriétaire d'un appartement ou d'une maison, directement un calcul qui a été effectué par l'administration fiscale pour déterminer le montant de l'impôt foncier. Donc je répète, le calcul de l'impôt peut être déterminé en fonction d'un taux, d'un barème ou d'un tarif fixe. Et qui effectue ce calcul? Soit c'est directement le contribuable. En général, quand c'est directement contribuable, il s'agit d'impôts sur les sociétés. Soit le contribuable a fait une déclaration auprès des impôts
qui après détermine le montant de l'impôt, soit c'est directement, sans qu'il y ait eu de déclaration préalable, l'administration qui détermine le montant de l'impôt. Voilà comment est calculé l'impôt en France. Alors, comment on peut payer l'impôt? Parce que le recouvrement de l'impôt, ça veut dire le paiement de l'impôt. Donc, comment on paye cet impôt? Trois possibilités. On reçoit chez nous un avis d'imposition. Ça s'appelle un recouvrement par voie de rôle. C'est-à-dire qu'en fait, l'État nous envoie, alors maintenant c'est souvent par Internet, par mail, mais ça peut encore être par courrier, un avis d'imposition que l'on paye. La taxe foncière, par exemple, c'est un recouvrement par rôle, par voie de rôle, d'accord? Soit c'est payé spontanément par le contribuable. C'est le cas, par exemple, de l'impôt sur les sociétés. C'est parce que c'est le contribuable qui détermine le montant de son impôt en fonction de son bénéfice et directement, il paye à l'État le montant que la société doit d'impôt sur son bénéfice. C'est aussi le cas lorsque nous, par exemple, on va consommer quelque chose et qu'on va payer de la TVA. Sans s'en rendre compte, on règle spontanément l'impôt. Enfin, une autre possibilité, c'est une retenue à la source. C'est-à-dire qu'on a un revenu et sur ce revenu, l'État nous a déjà prélevé l'argent. C'est le cas de nos salaires de nos jours depuis 2019. Sur notre fiche de paye maintenant, eh bien, l'impôt est directement prélevé. C'est-à-dire que le salaire net qu'on touche sur notre fiche de paye, c'est le salaire net après déjà avoir payé notre impôt. Et ça, c'est nouveau depuis 2019. Avant, on payait notre impôt en fonction d'une déclaration qu'on faisait plus tard dans l'année. Maintenant, pour les revenus de salaire, eh bien, l'impôt est directement prélevé à la source sur notre fiche de paie. Voilà, donc le recouvrement de l'impôt, c'est la manière dont l'État va récupérer nos impôts. Soit il nous envoie un courrier, on paye, soit on le paye directement, soit c'est prélevé sur nos revenus directement par l'État. Voilà, donc j'en ai terminé de ce diaporama. Donc par rapport à ça, eh bien, j'espère que vous avez à peu près compris les principes de base. Je tiens à vous prévenir que donc le 14, je ne suis pas là, mais le 21, je serai là. Et nous commencerons par un petit QCM sur ce diaporama. Voilà, une dizaine de questions pour voir si vous avez bien compris ce diaporama. Ce diaporama, vous avez vu qu'il était visible donc, sur YouTube. Il va rester toute la semaine sur YouTube. Donc, vous l'avez regardé aujourd'hui pendant votre cours, mais vous pourrez aussi le regarder au moment où vous avez besoin pour réviser avant le petit QCM que je vous ferai le 21. Je vais vous parler maintenant du petit sujet que vous allez faire maintenant. Et ce petit sujet qui va vous prendre à peu près 2 heures doit être fait aussi là pendant la séance. C'est pareil, on corrigera et j'évaluerai peut-être vos réponses la semaine prochaine lors de la séance du 21. Donc je reviens sur le sujet qui a dû vous être donné déjà et je reviens dessus et on en parle ensemble. Donc ce sujet, il s'appelle, je vais zoomer un peu, il s'appelle donc le cas Renault. Voilà, c'est le cas Renault. Et en fait, dans ce cas Renault, donc vous avez ici Monsieur Renault qui est un salarié d'une grande entreprise de distribution, mais en fait, il a envie de changer de métier et il envisage de créer lui-même sa propre entreprise pour distribuer des fruits et légumes biologiques. Donc progressivement, on va expliquer à Monsieur Renault quelle est la structure juridique qui sera le plus adaptée à son activité. Et pour ça, vous avez des fiches ressources. Et à chaque partie, on vous dit quelle fiche ressources regarder. Dans un premier temps, on doit donc analyser, avant que M. Renault ait créé son entreprise, on doit analyser fiscalement les dépenses et les encaissements de M. Renault. Et pour ça, vous avez la fiche ressources numéro 1 à regarder, et après, vous devez compléter ce tableau. Vous voyez ? Et dans ce tableau, eh bien, on voit que, par exemple, on va faire le premier ensemble, si vous voulez bien. Eh bien, au mois de septembre, M. Renault a perçu un revenu de 2200 €. Est-ce que ce revenu est soumis à un impôt? Eh bien oui, il est soumis à l'impôt sur le revenu. Donc, on mettra ici une croix. Voilà. Et vous devez faire ça pour tous les impôts. Il faudra donc remplir à chaque fois une de ces 3 colonnes, mais aussi une de ces 2 colonnes. Est-ce que c'est un impôt direct ou indirect? L'impôt sur le revenu, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'État qui nous demande de le payer directement, donc c'est un impôt direct. Voilà. Si vous n'arrivez pas à remplir dans ces colonnes-là, ça veut dire que l'élément qui vous est donné ici n'est pas soumis à impôt.
Voilà, donc là, vous avez besoin de compléter ce tableau-là. Je pense que vous pouvez y arriver grâce au diaporama qu'on a visionné juste avant ensemble. Sinon, évidemment, il faut vous rapprocher de la fiche ressource numéro 1, qui est un peu plus bas, qui est ici. Et là, encore une fois, vous avez de nouveau, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter sur ma vidéo, vous avez encore la classification des impôts selon l'assiette ou la classification administrative. Quand vous aurez complété cette première partie, là, eh bien, vous pourrez enchaîner après sur la deuxième partie. C'est-à-dire que, M. Renaud a décidé de créer son entreprise et par rapport à ça, il hésite entre plusieurs entreprises et là, il va prendre sa décision en fonction de 3 éléments. Quelle est la responsabilité qu'il engage dans l'entreprise qu'il va créer? Parce qu'il faut savoir que dans une entreprise, soit on s'engage uniquement sur le montant d'argent qu'on va mettre dans l'entreprise, ce qu'on appelle le capital, soit on s'engage aussi sur ses biens personnels. Donc vous verrez ça grâce à la fiche ressource 2. Après, il a besoin de prendre sa décision en fonction du mode d'imposition dégagé par son activité et de son propre régime fiscal et social. C'est-à-dire que M. Renaud va être, voilà, il va être salarié et dirigeant de son entreprise. Donc quel est son régime fiscal et social? Pour ça, dans un premier temps, vous allez répondre donc à la question 2. Et pour tout type d'entreprise, vous allez nous dire quel est son degré de responsabilité, quel est le régime fiscal de l'entreprise, qui paye l'impôt sur le bénéfice de l'entreprise, est-ce que c'est l'entreprise ou M. Renaud, est-ce qu'il y a une possibilité d'opter pour un autre régime d'imposition? Alors c'est quelque chose qu'on n'a pas vu dans la vidéo précédemment, mais là vous avez la fiche ressource numéro 2 qui va vous aider. Et cette fiche ressource numéro 2, vous la trouvez évidemment après la fiche ressource numéro 1. C'est les différentes catégories d'entreprises avec plein de caractéristiques. Soit c'est une entreprise individuelle, soit c'est une société qu'on appelle une société de capitaux. Et vous avez tous les éléments qui vont vous permettre de compléter le tableau numéro 2 de la question 2. Question 3, on ne s'intéresse plus à l'entreprise, mais on s'intéresse au statut juridique de M. Renaud, puisque selon le choix d'entreprise, M. Renaud peut être soit un entrepreneur individuel, soit un président, soit un gérant minoritaire de SARL, soit un gérant majoritaire de SARL. Voilà. Et là, j'ai oublié de rajouter, c'est président de SA. Je reviens en arrière, excusez-moi, président de SA. Alors, par rapport à ça, eh bien, à chaque fois, vous venez me dire en fonction du statut possible ici, est-ce que c'est un statut qui permet d'être salarié? S'il ne peut pas être salarié, est-ce que c'est un statut qui est considéré TNS? TNS, justement, c'est les travailleurs non salariés. Voilà. Si, en fonction du statut, sur quel revenu il va être imposable? Vous verrez que c'est différent. S'il a, par exemple, un statut de président ou d'entrepreneur individuel, il ne va pas payer son impôt sur le même type de revenu. C'est pareil, pour les charges sociales qu'il va payer, eh bien, elles seront différentes selon le statut juridique son statut juridique qu'il aura décidé de choisir dans la structure qu'il va monter. Pour ça, encore une fois, vous avez tout qui est expliqué en fiche de ressources 3 avec deux choses. D'abord, tout ce qui concerne le régime fiscal et social de l'entrepreneur individuel, et puis après, tout ce qui concerne le régime fiscal des sociétés, donc social et fiscal des dirigeants de société. Et grâce à ça, vous devez pouvoir compléter tout ce tableau-là. Bon voilà, on a fait un point à peu près de toutes les possibilités pour M. Renaud. Premièrement, quel type de société ou d'entreprise peut-il monter en fonction des avantages et inconvénients de chacune? Deuxièmement, quel doit être son statut juridique? Et là, on a répertorié tous les statuts juridiques possibles pour M. Renaud. Et puis maintenant, eh bien, on va faire le choix. On va lui faire une proposition. Quelle proposition faire à M. Renaud? En fonction de ça, vous verrez que M. Renaud, il a plein de petites contraintes ici. Et en fonction de ces contraintes-là, eh bien, et de ce que vous avez dit avant, toute l'analyse que vous allez faire dans la partie 2 surtout, vous allez dire à M. Renaud quelle est la structure juridique qui doit lui convenir. Et vous justifierez votre réponse sur 3 critères en fonction de la responsabilité de M. Renaud dans sa société,
en fonction du statut social et fiscal de M. Renaud et du mode d'imposition de la structure juridique retenue. En fait, ce que vous devez faire dans cette question 4, vous devez dire, bon, eh bien, faut-il plutôt que vous créiez une entreprise individuelle, une société, une SAS ou une SASU, qui veut dire société par action simplifiée, une SARL ou une SARL de famille ou une société anonyme. Et après, en fonction de ça, quel devra être votre statut juridique? Est-ce que vous serez entrepreneur individuel parce que vous avez créé une entreprise individuelle? Est-ce que vous serez président de SAS ou SASU parce que vous avez créé ce type de société? Est-ce que vous serez gérant minoritaire ou majoritaire de SARL ou président de SA? Et à chaque fois, donc, il faudra vraiment justifier cette réponse. Voilà. Et donc, appuyez-vous vraiment des fiches ressources qui sont données en dessous. Je pense que là, vous avez tous les éléments pour pouvoir donc faire ce travail. Comment on va travailler maintenant? Eh bien, vous allez regarder les 2 vidéos. Là, vous êtes en train de la regarder si vous m'entendez là. Et puis après, eh bien, vous allez compléter ce tableau. Et surtout, prendre des notes à côté parce que la semaine prochaine, on commencera par un QCM, excusez-moi, sur ces concepts-là qu'on a vus dans cette vidéo. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie. La vidéo était un peu longue, mais j'espère que vous avez pu retenir l'essentiel. Et je vous souhaite bon courage pour votre séance. Merci et à vendredi prochain. Au revoir.